Donc, hello New York, bonjour mes amis, et tout spécialement pour mes compatriotes alsaciens, Goedenhoven. Un grand merci à l'Union alsacienne, bien sûr, et à la Creux, et bien sûr à la librairie Albertine, et au Cabanon qui nous accueille ce soir. Merci à ma sœur Patricia, la New-Yorkaise de la famille, qui a manigancé cette soirée avec, bien sûr, Francis. Alors, comme Francis l'a dit, Patricia habite New York depuis des années et est venue avec mes nièces, Lily et Cassidy, qui sont aussi là ce soir. Alors il faut que vous compreniez que Patricia est la City Girl. La Fontaine aurait probablement dit le rat des villes. Moi, c'est le rat des champs de Caroline du Sud. Voilà. Je remercie aussi trois de mes filles, Heidi, Maria et Bernadette, qui ont décidé de m'accompagner, sans doute pour éviter que je fasse trop de bêtises à New York. Enfin maintenant, merci de me donner cette occasion de vous présenter mon livre. Alors, dire mon livre, c'est un peu abusif. C'est parce qu'il est plus juste de parler d'une collaboration entre mon père et moi. C'est un projet qui me tient bien sûr beaucoup à cœur, mais sur lequel j'ai beaucoup hésité, parce que le livre, comme vous le verrez, porte sur la vie de Pierre Versinger, un Alsacien comme tant d'autres, qui a été enrôlé dans les forces armées allemandes pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme on dit, vous êtes familier de l'expression « malgré nous ». En plus de cela, il est parti à la guerre à l'âge de 15 ans et demi, ce qui le qualifie aussi de la catégorie d'enfant soldat, comme on dit toujours. Je pensais peut-être avant d'entrer, je ne vais pas vous dévoiler toute l'histoire de mon père, mais je pensais que ce serait peut-être intéressant de vous expliquer un peu la genèse du livre. Entre 1980 et 2010, je pense que c'est la grosse période où la littérature alsacienne a vu le développement d'un genre particulier, avec de nombreuses publications de récits de malgré nous. Mon père réagissait souvent par rapport au caractère uniforme et manichéen de la plupart des récits. Et cela m'a amené à le challenger et de l'inciter en lui disant « Eh bien écoute, t'as qu'à écrire aussi ton témoignage ». Papa s'intéressait à l'histoire, il s'était pas mal investi dans l'histoire de ses parents, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais à ma connaissance, il n'avait pas travaillé ses propres mémoires. Voilà. Sauf quelques textes qu'il avait rédigés pour obtenir le statut d'ancien combattant. En Alsace, pour les 80 ans de ma mère, j'ai eu l'idée de mettre mon père devant une caméra vidéo. C'est ainsi que j'ai pu réaliser environ 4 heures d'interview en français qui couvrait de son enfance jusqu'à son adolescence, jusqu'à son retour de la guerre le 12 décembre 1944. Par la suite, je le relançais souvent en lui répétant « Muss schreiben, Papa, tu dois écrire, papa ». Mais il ne m'avait pas dit qu'il avait commencé à écrire. À sa mort, le 23 novembre 2017, j'ai bien sûr eu la charge de rédiger son eulogie. Sa publication m'a valu des réactions très favorables et cela m'a incité à diffuser une dizaine de pages que j'avais trouvées, qu'il avait rédigées et donc que j'ai publiées et qui m'ont valu des réactions unanimes
sur le thème « Thierry, tu dois absolument écrire sur la vie de ton père ». En 2018, pour échapper aux rigueurs du climat alsacien, ma mère décida de s'établir en Bretagne, au climat plus en phase avec les attentes d'une Jersey Girl. Parce que, alors, quand je dis Jersey, il s'agit bien sûr d'une des îles anglo-normandes, au large de la Bretagne, à ne pas confondre avec le New Jersey, là, juste de l'autre côté de la rivière. Ok? Juste pour être... À cette occasion, j'ai réalisé le déménagement des archives familiales et de la bibliothèque d'Alsatique de mon père. En avril 2019, départ à la retraite, après 40 ans chez Michelin, et alors surtout, il y a eu bien sûr l'intermède Covid, et c'est là que j'ai pu commencer à dépouiller les archives familiales. Alors il faut que je vous dise, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, donc en décembre 2019, le livre sur la famille de ma grand-mère paternelle pendant la guerre de 14-18 a été publié. Mon père et son frère André s'étaient beaucoup impliqués dans ce projet. C'est un épisode peu connu de l'histoire alsacienne. Il est mentionné dans l'excellent documentaire qui a été diffusé sur FR3 l'automne dernier, que vraiment je vous engage à regarder, s'il est disponible sur YouTube. Il s'appelle l'Alsace dans un tourment de l'histoire. Pendant toute la Première Guerre mondiale, ma grand-mère et sa famille furent détenus dans différents camps d'internement français, en compagnie d'Albert Schweitzer, qui était leur compagnon de détention, et 15 000 autres Alsaciens, surtout des notables de la poche de Thann, que les Français avaient réussi à conquérir dès 1914. Cette ambiance a ranimé mon intérêt pour l'histoire de l'Alsace, et en 2020, j'ai consacré la plus grande partie de mes devoirs de Covid à la lecture et la relecture de plusieurs ouvrages historiques et commencé le déballage des archives de mon père. Mais ce n'est qu'en 2021, vraiment, qu'à mon grand étonnement, j'ai trouvé plusieurs cahiers qu'il avait, alors il était prof, mais il écrivait comme un médecin, et en plus qu'il avait rédigé en anglais. J'ai été tenté de dire, peut-être qu'il faut que j'écrive en anglais, et comme j'avais déjà commencé en français, je me suis dit que le marché principal était quand même les gens qui parlaient français, je suis resté au français. Mais c'est là que j'ai décidé d'écrire ce livre. Donc, à partir de la retranscription verbatim de l'interview dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai rédigé en mai 2021 la trame de l'ouvrage qui portait sur les origines familiales, son enfance, la guerre et ses deux éventions. Après les avoir scannés et j'ai retranscrit les manuscrits de l'anglais, après les avoir traduits en français, j'ai également dépouillé pas mal de photos et d'autres documents. Donc la fusion des différents textes m'a pris plus de temps que prévu, parce qu'il y avait beaucoup de répétitions. Il avait quand même commencé à écrire quand il avait 80 ans. Ça manquait de dates précises. Les récits étaient parfois un peu confus, notamment pour la partie qui concerne son passage éclair à l'Est lors de sa deuxième évasion. J'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur plusieurs membres de ma famille, des amis, beaucoup de discussions avec mon oncle André, qui est le seul survivant de la fratrie de mon père, ma sœur aînée Gabrielle, qui malheureusement nous a quittés lors d'un cancer en début d'année, et son amie Sylvie, qui a corrigé mon manuscrit. Grâce à la Fédération des sociétés d'histoire d'Alsace, j'ai pu reprendre contact avec François Hubertville,
qui était collègue de mon père, mon professeur d'histoire dans les années 70, et qui m'a aidé à valider le cadre historique. Et j'ai également pu recontacter un camarade d'école qui est libraire à Strasbourg-Neudorf, le quartier où j'étais enfant, et qui m'a pas mal encouragé, m'a donné des conseils et m'a mis en contact avec les équipes. Alors, j'ai pu bâtir un scénario qui me paraissait le plus cohérent, et lors d'une visite fin 2022 à Dallungen et Offendorf, qui sont deux villages clés dans le parcours de mon père, j'ai reconstitué physiquement en partie son itinéraire. Vous voulez vérifier que ça colle. Et trouvant l'ensemble suffisamment cohérent, c'est là que j'ai commencé à vraiment démarcher les éditeurs, au début de l'été 2022, grâce au contact de mon ami Dominique Héron. Mais l'histoire n'est pas terminée, parce que en mars 2023, à l'occasion d'un voyage chez ma mère en Bretagne, elle me dit, de façon assez nonchalante, de regarder les cahiers qu'elle avait trouvés au fond d'une armoire, et à ma grande stupeur, c'était le texte très précis de la période qui me manquait, qui de plus allait jusqu'au mariage de mes parents. Mon père avait dû écrire ces cahiers un peu après l'interview vidéo, je pense que ça l'avait aiguillonné, et je pense qu'il avait dû en discuter avec son copain d'évasion, Joseph Eschenbrenner, mais bien sûr il ne m'avait rien dit. Il a dû bien rigoler là-haut quand j'ai enfin pu mettre son récit au point. Cela étant, j'étais quand même assez content parce que je ne m'étais pas trop trompé sur son parcours, mais bien sûr j'ai pu rajouter des détails intéressants, et donc compte tenu des modifications importantes du manuscrit, ça a reporté à 2023, fin 2023, les contacts sérieux avec les éditeurs intéressés à me raconter, et c'est finalement en avril 2024 que les éditions du Cygne ont publié l'ouvrage. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous que le feedback que j'ai reçu de l'éditeur est assez bon, plutôt bon, il m'a dit, donc c'est bien, hein, moi je... Et donc, voilà pour l'histoire de l'histoire. Maintenant, je vous propose d'entrer un petit peu dans le parcours de mon père. Je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il faut quand même que vous achetiez, il reste encore quelques livres là. Ah bah oui, alors, hein. Voilà. Donc, après une mise en contexte historique, donc le livre est un témoignage autobiographique de Pierre Versinger, mon père, un Alsacien, né 10 ans après le retour de la France, de l'Alsace à la France, à la suite de la Première Guerre mondiale, et 11 ans avant leur attachement brutal à l'Allemagne nazie. Le contexte est difficile à saisir pour les non-alsaciens qui ne comprennent pas toutes les nuances de la réalité alsacienne. En 1928, l'Alsace est en pleine crise autonomiste, occasionnée par le rejet par une majorité d'Alsaciens du modèle jacobin anticlérical imposé à l'Alsace à son retour à la France. Comme évoqué, la famille de Pierre, des deux côtés, père et mère, a beaucoup souffert de son internement par les Français pendant la Première Guerre. Le père de Pierre, Alphonse, était instituteur. L'instituteur en Alsace, plus encore qu'en France, de l'intérieur, comme on dit chez nous, jouait un rôle très important dans son village. Le seul notable du village a parlé le français. Il cumulait le rôle de secrétaire de mairie et aussi d'organiste. Alphonse se considérait alsacien-lorrain, ni allemand, ni français. Bien qu'autonomiste, il était autonomiste, son sens de l'honneur s'exprimait aussi dans sa loyauté pour son employeur, qui était bien sûr l'État français, et le respect qu'il estimait devoir aux autorités légitimes.
Les parents de Pierre faisaient partie des rares Alsaciens qui savaient s'exprimer en français. Après l'effondrement de l'Allemagne de 1918, personne n'envisageait la possibilité d'une revanche allemande. En bons Alsaciens pragmatiques, souhaitant mettre tous les atouts dans le jeu de leurs enfants, ils décidèrent de leur parler le français. Le témoignage de Pierre sur son enfance, dans le contexte de l'entre-guerres, montre une précocité étonnante et une conscience patriotique très forte. Il décrit la vie des villages alsaciens, montrant un très fort sentiment religieux, un fond culturel profondément germanique, mais aussi une incompatibilité forte avec le nazisme. Pierre, en novembre 1939, a 11 ans. Il perd son père, des suites d'un cancer. Il assiste à l'effondrement de la France, qui, vu de l'Alsace, une fois de plus, abandonne l'Alsace dans la pagaille généralisée d'une évacuation qui prend la forme d'une déportation. Un tiers de la population évacuée, mais beaucoup en wagon à Pesquier. En comparaison, l'arrivée des Allemands est impressionnante par son ordre, sa discipline, la jeunesse et l'enthousiasme des troupes allemandes. Les fins juristes expliqueront que l'armistice ne prévoyait pas l'annexion de l'Alsace au Reich. La réalité est que du jour au lendemain, la France disparaît comme si elle n'avait jamais existé en Alsace. Pendant 5 ans, l'éducation de Pierre, jusque-là française, devient allemande. La seule différence, c'est que dans le reste du Reich, en Alsace, dans le reste du Reich, on pouvait apprendre le français comme langue étrangère. En Alsace, les petits Alsaciens ne pouvaient même pas prendre le français comme langue étrangère au lycée. Pierre, pourtant si patriote, se résigne à devenir allemand. N'est-ce pas le destin des Alsaciens que de se plier à la volonté du dernier vainqueur et d'en prendre la nationalité? Alors, les jeunesses hitlériennes, qui l'assimilaient au scoutisme, le sentiment que l'Allemagne avait gagné la guerre, la perception d'une plus grande justice sociale, évidemment influencée par l'efficacité de la propagande de l'appareil nazi, finissent par effacer ce qui pouvait rester de la France. Même si Pierre explique qu'il n'a jamais pu se résigner à voir la France comme un ennemi. L'ennemi, c'était l'Angleterre, qui avait lâchement abandonné la France à Dunkerque et, bien sûr, à Mercel-Kébir. Et là, on est juste avant 9/11, je pense qu'il faut se rendre compte de l'impact Mercel-Kébir sur la population française. C'est comparable à 9/11. Pierre, collégien, livré à lui-même, voit l'arrivée des alertes, le bombardement meurtrier de Neudorf, là, dans le quartier, que la propagande nazie qualifiait habilement d'attaque terroriste. Mais bon, alors que l'invincibilité de l'Allemagne est mise à dure épreuve après Stalingrad, les Allemands mobilisent 130 000 jeunes Alsaciens lorrains, envoyés principalement dans l'enfer du front de l'Est. Un tiers ne rentreront pas. Ce qui explique que l'Alsace, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a le plus fort taux de pertes militaires de France pendant la Deuxième Guerre mondiale. À partir de mars 1944, à l'âge de 15 ans et demi, Pierre devient Luftwaffenhelfer, auxiliaire de DCA, d'abord à Strasbourg, puis à Karlsruhe en Allemagne.
Il écrit « Je n'avais pas peur du tout. Qu'est-ce que la guerre? L'aventure. Toute l'inconscience de la jeunesse qui va à nouveau se révéler lors de ces deux évasions. Une suite d'aventures édifiantes qui dénotent certainement un grand courage, mais aussi sans doute pas mal d'inconscience adolescente. Où Pierre fait face à des situations invraisemblables, où se manifeste une chance étonnante. Le croyant, il mettra ça sur le compte de l'intervention divine, alors que le sceptique, il verra une anomalie statistique. Du 23 novembre au 12 décembre 1944, Pierre s'évade 2 fois. Il vit une odyssée extraordinaire qui va l'amener de Karlsruhe à Vienne, en Autriche, puis à Merisch-Ostrau, Moravie, dans l'actuelle Tchéquie. Son périple s'achève de façon providentielle dans le village d'Offendorf, où les Américains de la 7e division, Hell on Wheels, finissent par arriver. Ils trouvaient le temps un peu long. Vient ensuite le retour à la vie soi-disant normale. L'époque où la propagande française, certes, n'avait rien à voir avec celle des nazis, impose le illégitimiste de parler français, qui culpabilise les Alsaciens pour leur particularisme, entretient l'incompréhension du cas des malgré nous et conduit en moins de 2 générations à la quasi-disparition du dialecte alsacien et sa forme littéraire, l'allemand comme langue usuelle de l'Alsace. Dans ce contexte, Pierre reprend ses études françaises après un hiatus de 5 ans, comme si de rien n'était. Son lycée, qui était le lycée, lycée inscrit, c'était le lycée Fustel de Coulanges. Il a fait la rentrée, c'était la Erwin von Steinbach Schule. Il est retourné, c'est redevenu le lycée Fustel de Coulanges. Enfin bon, on en parle dans le bouquin. Ses capacités linguistiques et sa détermination font qu'il s'en sort relativement bien. C'est un des rares de sa classe d'âge à décrocher le baccalauréat. Il peut donc engager des études universitaires. Il découvre et devient amoureux de l'Angleterre et épouse même, d'ailleurs, une Anglaise, ce qui finit par construire son identité sur 3 dimensions, française, alsacienne et anglaise. Son parcours montre la complexité d'avoir fait partie de la Flak-Génération, la génération Flak, mais aussi sa détermination à réussir sa vie de père de famille, d'enseignant d'alsacien. Alors que l'ambiance se détend à partir des années 1970, revendiquer sa culture alsacienne redevient possible sans risquer d'être accusé de nostalgie suspecte. Pierre peut affirmer ses engagements et contribuer même modestement à ses espoirs d'une renaissance alsacienne au sein d'une Alsace intégrée à la France, ce pays magnifique qu'il a toujours aimé, à condition de ne pas avoir renoncé au fond profondément germanique d'une identité alsacienne décomplexée. Vous voyez comme la plupart des Alsaciens dans la construction européenne l'opportunité de sortir de la malédiction alsacienne, même si Pierre était entier du renoncement de l'Europe à ses racines chrétiennes, et s'est senti une nouvelle fois trahi lors de la dissolution de l'Alsace dans la région Grand Est. Il était heureux que ses enfants n'aient pas eu à connaître une jeunesse aussi troublée que la sienne. Pour conclure, je voudrais vous confier quelques réflexions personnelles. L'histoire de mon père est assez typique des Alsaciens de sa génération, un peu différente du récit standard de l'histoire officielle. J'ai hésité avant de me lancer dans ce projet parce que quelque part, et c'était aussi la posture de mon père et je crois de beaucoup d'Alsaciens, on peut se poser la question.
À quoi bon revenir sur ces histoires qui ont déchiré nos familles, nos communautés, notre pays, notre civilisation? De plus, au moment où il est bon de traîner l'histoire de France dans la boue, je ne voulais surtout pas ouvrir de dissensions, insulter les mémoires et risquer le révisionnisme historique. De plus, n'avons-nous pas suffisamment de problèmes dans notre monde du XXIe siècle qui nécessitent notre engagement? Mais 80 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on trouve encore beaucoup d'incompréhension des Français de l'intérieur par rapport à l'histoire de l'Alsace. Ainsi, par exemple, le 12 novembre 2023, un Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes, sur l'antenne de LCI, pouvait se permettre de qualifier les incorporés de force alsaciens de traîtres méritant l'indemnité nationale. J'ai estimé avoir un devoir de mémoire, même quand l'histoire est compliquée, en évitant de juger le passé à l'aune du présent. Il est si facile dans le confort de nos sociétés réputées avancées de moraliser les choix faits par nos anciens quand nous connaissons la bonne réponse, en faisant toujours l'hypothèse que nous aurions fait le soi-disant bon choix. Germain Muller, le cabarettiste alsacien, dans sa pièce « Enfin Redemaning de Fun », enfin n'en parlons plus, qui a tant fait pour aider l'âme alsacienne à sortir de son traumatisme au sortir de la guerre, ironisait sur la tentation d'un chape de plomb qui couvrait la mémoire alsacienne. Pierre, un Alsacien malgré tout, même s'il n'est pas mentionné dans le livre d'histoire, montre, sans renier l'histoire avec un grand H, que la réalité des êtres humains est complexe, résultant des talents reçus, des circonstances personnelles et de nos jugements, avec notre liberté, certes limitée, mais jamais complètement absente. Merci pour votre attention et bonne lecture.